avec So Good, le magazine So Good. Et pour l'animer, j'appelle tout de suite, pour me rejoindre sur scène, Marie Arquier et Stéphanie Ampart. Merci à toutes les deux. Vous allez vous installer ici et nous allons vous laisser prendre les commandes de ce nouveau plateau. Quelles nouvelles alliances à inventer pour créer de nouvelles dynamiques, mais aussi avec quel récit? C'est un petit peu le sous-titrage qu'on pourrait mettre à ces échanges. On va demander aux intervenants de nous rejoindre. Alice Barbe, tout d'abord, nous rejoint tout de suite sur scène. Elle est activiste, entrepreneur sociale, cofondatrice de l'ONG internationale Singa. Merci de nous rejoindre et de vous installer. Et enfin, Thomas Landrin. Thomas est biologiste et cofondateur et président de Joggle. Vous vous installez également. Les micros sont devant vous. Mesdames, c'est à vous. Et on se retrouve dans 45 minutes. Bonjour à tous, toutes. C'est très impressionnant d'être là. Je suis Marie Arquier, animatrice de So Good Radio. So Good Radio, c'est la dernière née du groupe So Press et parent vocal, oral du magazine papier So Good. Oui, je sais, c'est très cohérent. Si je présente aujourd'hui pour vous cette conférence et ces remarquables intervenants, c'est que nous voulions garder ce ton radiophonique propre aux échanges et à la rencontre. Deux notions au cœur des actions qui nous intéressent aujourd'hui et essentielles aux personnalités qui les portent et les inventent. Action, parce qu'il est question d'activisme, un terme un temps controversé qui a fait peur et qui parfois continue, et dont l'évolution sémantique, un mouvement de l'extérieur de la société vers le cœur même de cette dernière, nous y reviendrons, épouse l'époque et ses injonctions à agir. L'intitulé même de cette conférence, « Faut-il être engagé pour agir ou agir pour être engagé ?» est une vaste, vaste question qui ne vous et ne leur a pas fait peur, et on doit reconnaître ensemble quand même ce courage. À la radio, ceci dit, je prétendrai que vous n'existez pas. Là, c'est à vous qu'on s'adresse directement. Vous qui entreprenez, commencez à le faire et cherchez à intégrer l'engagement à vos créations, projets, entreprises, produits, événements. Et il est plus que jamais question de regard, ce qu'on pose sur le monde, sa biodiversité naturelle comme humaine, et sur l'avenir, qui n'est lui aussi qu'une façon de voir, de penser, et qui reste à inventer. Les intervenants devant vous, aujourd'hui, le façonnent de manière neuve, transforment leur déception ou leur colère en devenir toujours en mouvement, pour refuser le défaitisme et surtout la peur que l'immobile laisse souvent s'installer. Le combat se mène contre soi et avec soi, contre la société et avec elle, une danse que nos trois intervenants apprennent chaque jour en inventant leur propre pas. Donc Alice Barbe, Thomas Landrin, Stéphanie Ampart, bonjour. On regrette l'absence de Guillaume Bennec qui a eu un empêchement, mais croyez-moi, ces parcours à eux seuls vous suivront bien au-delà des 45 minutes, trop brefs pour les contenir. Alors on parle engagement, activisme, maker, militant, entrepreneuriat social, raison d'être. Les termes se multiplient et sont en mouvement parce qu'ils ont leur importance. D'ailleurs, Stéphanie Ampart, c'est à toi qu'on doit notre rencontre ce matin. Pour toi, la connexion des gens entre eux constitue-t-elle une action ou un activisme ? Merci Marie. Effectivement, le lien et les connexions, c'est un peu ma vie. Ça fait 20 ans que je me nourris d'inspiration de personnes qui nous aident à voir le monde avec optimisme. Et en mettant ces gens en relation, moi-même, je suis devenue très, très, très optimiste. Et j'ai voulu effectivement qu'on puisse inspirer aujourd'hui tous les entrepreneurs qui nous regardent. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Il y a 15 ans, je suis allée aux États-Unis me former pour un projet autour de jeunes activistes, pour des summer camps. Et quand je suis revenue en France pour faire la même chose, on m'a dit non, surtout, tu n'utilises pas le mot activiste, hein, tu trouves un autre mot pour faire ton summer camp avec des jeunes, mais surtout pas le mot activiste. Et là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a peur de ce mot? Et c'est devenu une sorte de quête pour moi. Donc moi, tout de suite, je me le suis approprié. Je me le suis approprié parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on soit dans le courage. Et courage, pour moi, ça veut dire cœur et action. Et moi, je suis tout le temps dans l'action. Et je pense que si on est marqué dans notre vie, si on a un choc émotionnel, un choc esthétique ou un choc même corporel, voire même intellectuel, on peut se mettre en action très vite. Et c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, donc moi, ça fait 20 ans que je suis une militante de l'engagement et que j'essaye à ma petite mesure d'embarquer avec des communautés, avec des chercheurs, des entrepreneurs, des artistes, à connecter ce lien pour qu'on soit tous ensemble. Et alors, pourquoi avoir choisi de mettre en relation ces gens devant nous sur ce plateau ? Déjà parce que c'est des gens qui m'inspirent et je pense que c'était important qu'aujourd'hui au Forum des entrepreneurs on puisse
continuent à être inspirés. C'est des gens qui... j'aime pas dire des gens. Ce sont des belles personnes qui m'émeut. Je pense qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Gou dit quelque chose de très fort. On veut tous changer la planète. Jean-Pierre Gou, regardez ce qu'il fait. Lui, il nous dit simplement, en s'inspirant de l'overview effect que les astronautes, quand ils voient la Terre vue d'en haut, en fait, il dit, il faut juste aimer la planète. Il faut juste qu'on aime notre Terre, qu'on se rapproche un peu plus de ses émotions. Et c'est comme ça qu'on pourra trouver notre manière d'agir. Et donc, voilà pourquoi moi, j'ai voulu que Alice et Thomas soient là, parce que eux-mêmes incarnent en fait une nouvelle forme d'activisme dans leur écosystème. Il n'y a pas une seule forme d'activisme. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on arrête de croire que les activistes sont des terroristes ou des gens en marge. Au contraire, j'aimerais qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on est avec, en tout cas chez So Good, et je vous raconterai l'histoire tout à l'heure, on est avec, et tout seul, on n'y arrivera pas. Je crois qu'il y a une urgence, ne serait-ce que pour les générations qui arrivent. Et je crois qu'on est bien placé pour le savoir avec ce forum sur les entrepreneurs et le grand projet de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, je suis très bavarde, donc je laisse la parole. Alice et Thomas, d'ailleurs. Voilà, vous avez chacun votre rapport, voire votre propre vocabulaire pour l'activisme, qui s'inscrit dans un parcours très personnel. Vous pouvez revenir sur ces parcours l'un après l'autre. Alice? Alors, activiste, on n'en parlait pas avant, quand on a commencé. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé vraiment à m'engager, en créant Singa, mais en créant aussi tout un tas de mouvements autour des femmes, du harcèlement, autour du climat. Et en fait, je fais partie de ces personnes qui ont toujours été très en colère, genre depuis le début. Parce que déjà, on est au 21e siècle, il n'y a pas que la télé, il y a les réseaux sociaux. On voit ce qui se passe, on voit des gens qui meurent de l'autre côté de la planète. On voit les ressources être saccagées et les ressources dépérir. On voit les génocides et on est évidemment des millions à être scandalisés, à être en colère. Donc je crois que d'abord, ça vient de là, l'activisme, l'engagement en tout cas. C'est une forme de colère. Sauf que, bon, faire des pétitions, manifester, etc., moi, j'ai beaucoup fait ça. Et puis, je me suis aperçue au bout d'un moment que faire contre, ça marchait pas et qu'il fallait faire avec. Et c'est comme ça que l'histoire de Singa a commencé au tout départ, parce que ce qu'on voulait faire, c'était repenser la migration, travailler avec des personnes réfugiées et voir le potentiel d'innovation que les personnes réfugiées pouvaient apporter dans leur pays d'accueil. C'est pas l'humanitaire, parce que quelqu'un qui a fait de la prison parce qu'il voulait défendre ses idées, quelqu'un qui a dû échapper à une guerre, en fait, il a une capacité d'innovation extraordinaire. Et au début, on avait 3 bouts de ficelle. Et on s'est dit, en fait, si on va manifester contre Le Pen, Darmanin, que sais-je, c'est pas comme ça qu'on arrivera à créer des communs, c'est pas comme ça qu'on arrivera à créer un futur non seulement dans lequel il y a une cohésion sociale, mais dans lequel aussi il peut y avoir une croissance économique. Et du coup, on a monté des incubateurs. Aujourd'hui, on a un réseau d'incubateurs dans une dizaine de pays en Europe, plus gros réseau, qui accompagne des entrepreneurs autour de la migration. Des entrepreneurs qui sont réfugiés, on les appelle réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, dans les médias ou en politique. Pour nous, c'est des entrepreneurs. Et ça a été pour moi, ces 9-10 dernières années, une façon de convertir la colère en quelque chose de positif et en quelque chose de beau. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Activiste ou engagé. Enfin, moi, on m'a appelée entrepreneur social. J'avais 25 ans quand je suis devenue directrice de Singa. J'aurais jamais cru que je serais entrepreneur ni social. J'avais un gros syndrome de l'imposteur, d'ailleurs. Et maintenant, on m'appelle activiste. Mais à d'autres époques, on aurait pu m'appeler militante. On s'en fout. À partir du moment où tu sais, au fond de toi, tu as un truc qui te guide, tu sais que tu vas avoir un impact, tu sais que tu vas agir, tu vois comment les choses peuvent se passer, c'est là que tu deviens militant, activiste, engagé. Est-ce que tu peux rappeler rapidement comment fonctionne Singa ? Aujourd'hui, c'est une grande communauté de 50 000 personnes, en France majoritairement, mais en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, de création de liens pour que les personnes qui arrivent puissent rencontrer les personnes qui sont là. Donc on les met en relation, on les match en quelque sorte. Et on accompagne, avec les incubateurs, on accompagne des personnes qui ont des idées. Ça peut être Roux, qui vient d'Iran et qui a créé une application d'intelligence artificielle pour l'analyse des signaux faibles au Proche et Moyen-Orient et qui va ensuite travailler avec différents départements de l'État ou des agents de sécurité internationale. Ça peut être Pizza Bobo, Abbas, qui est un pizzaiolo qui vient d'Afghanistan et qui a vécu en Italie et qui adore les pizzas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des ONG aussi qu'on
qu'on accompagne, ça peut être des locaux, n'importe qui peut créer un projet autour de la migration. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai que ça peut paraître quelque chose de très innovation, business, corporate, modèle économique, etc. Mais on est aussi au cœur d'enjeux très géopolitiques. Très récemment, tout le monde a suivi la tragédie afghane. On a été, nos activistes, en quelque sorte, les membres de notre communauté, afghans, français, se sont ultra mobilisés et ont réussi à coordonner des groupes et à faire sortir près de 120 personnes d'Afghanistan, des femmes, des policières trans, des soldates, des activistes, des journalistes qui ont pu prendre l'avion, qui sont aujourd'hui arrivés en France et qui savent aujourd'hui que leurs filles, que ces personnes elles-mêmes vont avoir un avenir en France. Et cette mobilisation-là, elle a été possible justement parce qu'il y avait cette communauté derrière, il y avait tout un tas de personnes derrière et qu'on savait qu'on pourrait le faire. On va revenir sur la notion de communauté justement et l'importance qu'elle peut avoir. Thomas, de ton côté, tu as un mot d'ailleurs, je crois, pour l'activisme. Pour l'activiste. Oui, alors je suis biologiste, alors j'ai tendance à utiliser des métaphores biologiques. Et lorsque on a préparé cette table ronde, on m'a proposé de donner une définition à l'activiste, et j'ai pensé finalement que l'activiste était l'agent mutagène qui permet en fait les mutations dans un moment de grand changement. Et ce qu'il faut provoquer, un écosystème naturellement, pour survivre sur le long terme face aux changements environnementaux, il a besoin d'avoir de la diversité interne. Sans diversité, il va être face à un seul modèle de survie. Si ce modèle en fait ne perdure pas, eh bien la population disparaît. Et donc cette diversité, elle se crée à travers les mutations. Et ces mutations, elles sont aléatoires, c'est de l'exploration, elles ne marchent pas toujours, mais il faut les accepter. Et donc il y a ce qu'on appelle en évolution le concept d'évolvabilité, la capacité à évoluer. Et quelque part, c'est intimement lié à la capacité de l'organisme à supporter ces mutations. Et donc, quelque part, finalement, pour qu'une société soit résiliente sur le long terme, il faut qu'elle accepte ses propres mutations, il faut qu'elle accepte ses activistes, et ces activistes sont ses agents mutagènes. Et alors, est-ce que tu peux appliquer cette définition à ton propre parcours ? Alors, c'est moi parce que j'ai un parcours de chercheur à la base qui est, on va dire, plutôt classique. Et je me suis retrouvé face, en fait, à une limitation du système dans lequel moi je m'étais embarqué, le système académique, qui est un modèle institutionnel. Dans lequel il faut performer, c'est-à-dire que c'est extrêmement compétitif et donc il y a un set de règles qu'on doit respecter pour, entre guillemets, gagner des points. C'est comme un jeu, hein, et ça nous pousse en fait à performer sur des voies très particulières avec des travers qui font en sorte que, par exemple, il y a un syndrome du super-héros chez les chercheurs qui pensent qu'ils sont capables de tout faire, mais qu'on ne peut que travailler qu'entre chercheurs. Moi, à la base, j'ai toujours été un grand passionné de science. J'ai pas attendu d'être dans un laboratoire académique pour faire de la science. Depuis que je suis tout petit, pour moi, j'ai une vision très romantique de la chose. Et donc, j'ai toujours bidouillé. J'ai toujours fait des projets à côté, des projets étudiants. Et le fait de ne pas pouvoir, dans mon propre laboratoire de recherche, travailler avec des non-chercheurs ou sur des thématiques qui n'étaient pas à ma propre thématique de recherche, ça m'a énormément frustré. Et donc, je dis, bon, j'ai déjà construit un laboratoire, j'en construis un deuxième, et cette fois-ci, ça va être un laboratoire totalement ouvert. N'importe qui peut venir, et on va voir ce qui se passe. Ça va être une grande expérience sociale. J'ai monté ça il y a maintenant 12 ans, ça s'est appelé La Paillasse. On a fait ça dans un squat de banlieue parisienne, où pour construire le laboratoire, j'avais récupéré des équipements de laboratoire dans les poubelles, littéralement, de labo. C'était un laboratoire à 0 €. Et ce que j'ai vu m'a littéralement sidéré, puisque ce sont des dizaines de personnes de milieux très différents, de compétences très variées, qui sont venues dans ce laboratoire bénévolement, et on a travaillé ensemble pendant de nombreuses années pour donner naissance à des projets très impactants, dont sont sortis par exemple des tests de diagnostic génétique pour savoir ce qu'on a dans son assiette. Peut-être que vous vous souvenez de l'affaire Findus avec la viande de cheval, pour travailler sur des nouveaux types de biomatériaux. Entre autres, on a développé un processus de fabrication de colorants écologiques avec des bactéries pour remplacer les colorants pétrochimiques. C'est un processus qui maintenant appartient à une entreprise qui s'est développée, que j'ai cofondée, qui s'appelle Pili, et qui est leader mondial sur justement ces alternatives-là. Et c'est sorti d'un squat. Et en fait, à un moment donné, c'était tellement incroyable l'expérience, ce vécu, le fait de pouvoir sentir qu'on peut explorer toutes les idées qu'on veut, de pouvoir trouver sous la main en fait toutes les personnes les plus incroyables, sans forcément en fait passer un an à demander les autorisations de financement ou trouver les bons collaborateurs. C'est-à-dire qu'on était hors règle, que j'avais beaucoup plus de plaisir à travailler dans ce cadre-là que dans mon propre cadre institutionnel. Donc j'ai décidé en fait de quitter le monde académique pour devenir, à l'époque, ce que je ne savais pas,
devenir entrepreneur et porter ce modèle de la paillasse en dehors d'un squat qui est donc très underground et l'amener à Paris, en faire un modèle économique. Et aujourd'hui, donc à l'époque c'était en 2014, la paillasse est passée donc dans 800 mètres carrés en plein cœur de Paris avec des soutiens institutionnels et c'est devenu un des hubs principaux, un des premiers laboratoires ouverts mondiaux en fait à grande échelle et qui a donné en fait exemple sur beaucoup d'autres. Et pour moi, ça a été un lieu d'expérimentation très fort, très privilégié, pour voir qu'est-ce que ça voulait dire de faire de la science autrement que dans une institution académique. Et donc, c'est comment on va toucher des personnes qui veulent contribuer, qui veulent aussi entreprendre sur des projets d'innovation, mais qui ne vont pas pouvoir le faire avec les modèles classiques, type donc, soit chercheurs parce qu'elles ne sont pas chercheurs, mais aussi start-up, parce que les start-up ne peuvent pas répondre à tous les problèmes. Par exemple, si vous n'avez pas de modèle économique, parce que la solution que vous proposez ne touche pas des personnes qui vont pouvoir payer, ne serait-ce que par exemple chez les réfugiés, comment vous faites ? Et donc, il n'y a pas de raison en fait, de dire que je peux devenir entrepreneur que parce que je vais pouvoir lever de l'argent et rendre en fait, avec un rendement de 100-200% par an à mes investisseurs. Donc, il y a un enjeu d'aller dérisquer des zones qui sont sous-explorées en allant construire des communautés de personnes volontaires qui peuvent être des chercheurs, qui peuvent être des professionnels, qui peuvent être des étudiants, qui peuvent être des citoyens, qui peuvent être des réfugiés, et leur donner la capacité en fait, d'agir, de collaborer. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au fur et à mesure, créé un cadre qui va permettre à ces communautés d'exprimer le même potentiel que des laboratoires de recherche classiques. Et donc, ça a donné naissance, par exemple... on a d'abord travaillé sur le cancer. On a vu des professionnels venant à la fois de l'Institut Curie, mais aussi des data scientists qui travaillent dans des banques, ou des étudiants, ou des infirmières. On a vraiment eu une très belle diversité. Et ça m'a démontré qu'il y avait un enjeu à développer donc, un cadre qui allait permettre à non pas seulement quelques centaines de personnes de travailler ensemble, comme vous pouvez le faire dans un espace physique à Paris, mais comment on fait pour aller chercher des millions de personnes qui ont envie de s'exprimer aujourd'hui, qui ont envie de contribuer, et qui se sentent en fait souvent embarqués que dans un seul modèle, qui peut être soit leur modèle institutionnel quand ils sont chercheurs, soit leur modèle corporate lorsqu'ils sont professionnels dans des boîtes. Mais on a tous deux casquettes. On a la casquette professionnelle, on a la casquette amateur. On fait d'autres choses à côté. Donc en fait, il s'agit de décloisonner les compétences et de combattre une sorte d'autocensure, de retrouver une forme de légitimité qui était donnée, convoquée uniquement par un diplôme, une institution. Exactement. Aujourd'hui, on peut se créer des nouvelles compétences très rapidement. En l'espace de 6 mois, on peut apprendre à coder et avoir un impact réel en fait sur le monde. Donc, la biologie, même si ça reste complexe, aujourd'hui, j'ai vu des personnes se former à la biologie en l'espace de 1 ou 2 ans et contribuer à des projets extrêmement sérieux. Donc, l'idée en fait qu'on a besoin de faire une carrière de plus de 10 ans pour commencer à avoir son propre laboratoire, et je trouve totalement has-been. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Juggle, avec Just One Giant Lab. C'est qu'on a monté il y a 2 ans une plateforme numérique qui va permettre de relier toutes ces personnes-là dans le monde qui se reconnaissent dans ce modèle de la participation libre. Nous, on leur donne la capacité d'agir en les mettant en contact, en leur donnant des ressources, en les accompagnant. Et donc, en fait, finalement, on est comme un institut de recherche, mais décentralisé. Tu as des exemples de ce que Oui, Google alors, a pu par exemple, produire? on a monté une magnifique communauté autour du Covid. On a été les tout premiers en fait, à faire ça à partir de février 2020. Et c'est plus de 4000 personnes de plus de 100 pays qui ont été mobilisées, qui ont donné naissance à plus de 150 projets. Et donc, c'était par exemple des tests de diagnostic qui sont très, très, très bas coût, qui coûtent que 5 € par test, qui sont sans brevet, donc qui sont libres. On est comme sur Wikipédia, c'est vraiment la particularité de Juggle. On crée des communs scientifiques et des communs technologiques, qui fait que l'idée derrière, n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel pays peut aller chercher la technologie et la développer localement. On a des gens qui ont travaillé par exemple sur des concentrateurs d'oxygène pour faire face à la crise en oxygène en Inde. On a des gens qui ont travaillé sur des respirateurs. À chaque fois, l'enjeu, c'est comment on fait pour faire baisser le prix par au moins 10 fois et aussi rendre la machine la plus ouverte possible pour que cette machine, elle soit donc libre d'accès, mais aussi elle soit bidouillable. C'est-à-dire qu'elle puisse continuer à évoluer avec les besoins qui vont continuer aussi à changer à l'avenir, et que les communautés qui ont commencé à s'agréger autour de ces outils, continuer en fait à moderniser ces outils-là. En fait, c'est la même chose que dans le monde du software open source. J'allais dire, il y a quelque chose de très parallèle, de Exactement. très similaire au monde de l'Internet et au monde de l'informatique, en fait. Exactement. Et quelque part, en fait, ce qu'on fait avec Juggle, c'est un peu rendre hommage à ce pourquoi l'Internet a été créé.
On redonne en fait cette capacité d'interconnexion, ce qu'a fait Wikipédia, qui est un des plus beaux projets de l'Internet aujourd'hui. Mais Wikipédia, c'est une encyclopédie. C'est-à-dire que c'est ce qui finalement arrive à la toute fin. C'est du savoir qui a été validé, etc. Nous, on arrive au contraire tout au début. C'est qu'on permet aux gens de se réunir pour aller explorer le néant, c'est-à-dire l'inconnu, ensemble, et essayer de trouver des solutions aux problèmes qui nous concernent. Alors cette mise en relation, Stéphanie Ampart, toi aussi, ça te concerne beaucoup avec le magazine So Good. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Merci Thomas, parce que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à ces alliances inédites. Finalement, moi j'appelle ça les alliances inédites. Nous, chez So Good, ce qui nous intéresse, c'est de raconter des histoires, mais pas que, en fait. C'est de donner de nouveaux canaux, en fait, pour que ces histoires existent. Et on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit que la radio, les podcasts aujourd'hui explosent, parce qu'en fait, on doit pouvoir écouter ces histoires d'une autre manière. Alors nous, rapidement, l'histoire de So Good, elle est un peu comme la vôtre, c'est-à-dire on est d'abord parti d'une communauté, et c'était 3 mois avant qu'on sache qu'on serait enfermé au mois de mars. Donc on a simplement rencontré des gens qui avaient des porteurs de projets qui racontaient des histoires. C'était donc sur la plateforme Ulule. Ces gens-là, en fait, viennent tous les jours porter des projets. Donc on s'est dit, mais il faut qu'on raconte mieux ces histoires. On a rencontré SoPresse, groupe de presse indépendant qui parle aussi d'histoires différentes, qui parle de sujets sérieux sans se prendre au sérieux, et ça, on aimait bien. Et surtout, on a créé une communauté de têtes de réseau engagées, etc. Et on s'est dit, on va voir si les gens ont envie de rencontrer des histoires de solutions. On va lancer ça sur une campagne de crowdfunding qu'on a lancée quand même en février, fin février, début mars 2020. Et on a tout de suite rencontré notre public. On a eu 15 000 abonnés en un mois, ce qui nous a permis en fait de pouvoir financer les 3 magazines sur l'année. On a eu tout de suite quasiment 50 000 personnes qui ont lu le premier numéro. Donc on s'est dit, il y a des gens qui ont envie d'entendre parler de ces solutions. Et ce mouvement, en fait, cette communauté de communautés, puisqu'en fait, donc SoPresse, Ulule, et cette communauté alors moi je les appelle des activistes So Good, et ils sont ok avec ça, mais c'est-à-dire des gens qui se sont dit on va se mettre ensemble, en fait, on va pas rester seuls de notre côté. Alors c'est vrai que le Covid nous a poussé aussi à être un peu plus solidaires et à faire ensemble, et donc So Good est né comme ça. Voilà, donc on est très chanceux parce qu'en fait aujourd'hui on nous permet, avec un modèle économique, je le rappelle, qui est qu'en fait, c'est un magazine sans publicité. Donc nous aussi, on s'est dit qu'on avait envie un peu de hacker le système, de ne pas être justement pris dans ce business de la publicité. Mais ça ne nous empêche pas de travailler avec des entreprises pionnières qui nous suivent depuis le début. Donc on réfléchit ensemble comment les aider eux-mêmes à raconter des histoires. Et donc on a hacké un peu le système aussi en faisant pas de pub et en travaillant sur ces sujets. Voilà, c'est un peu ce qui fait que So Good existe aujourd'hui et qu'on a pu lancer une radio alors que tout le monde nous a dit mais le papier c'est mort, non mais la radio. Enfin, donc nous on va un petit peu à contre-courant et on aime ça et on continue de danser comme tu l'as dit en introduction parce qu'on est vraiment un mouvement plus qu'un média. C'est si sympa la radio pourtant. En tout cas, pour vous 3, c'est sortir des limites imposées par les mots, les narratifs, les habitudes, les us et coutumes, les politiques, les systèmes. En fait, vous essayez de redéfinir des frontières, ou est-ce que dans l'engagement actuel ou l'activisme actuel, il s'agit quasiment de les annuler, ces frontières? Ou est-ce que c'est un changement de regard complet? Est-ce que c'est un regard qui vient d'un regard précédent? Comment est-ce que ça se passe, ce mouvement-là? Enfin, dans la manière dont tu le présentes, et Stéphanie, toi aussi, moi, quand j'entends, on s'est aperçu qu'il y avait des gens que ça intéressait. Et oui, évidemment, en fait, mais pour moi, c'est la normalité. On est des millions, des milliards potentiellement, je pense, sur la planète, et les communautés de gens qui veulent s'engager, qui veulent faire, c'est plus une minorité, c'est pas une minorité, c'est la normalité, c'est aussi des générations entières. Et j'ai beaucoup d'amis qu'on peut qualifier de boomers, avec beaucoup d'affection, mais qui me dit, je comprends pas pourquoi mes enfants me crachent à la gueule. Parce que parce que ils sont hyper déconstruits. Ils me racontent des trucs. J'aurais jamais cru que mes enfants seraient capables de me parler de genre, d'inclusion, de migration, et ils seraient aussi aboutis dans leur connaissance des grands enjeux, des grands défis du 21e siècle, à commencer par la crise climatique. Donc ouais, je pense qu'on est des millions et on a vocation à le devenir de plus en plus. Après, la vraie question, je crois, c'est aussi comment on va orienter en fait toutes ces actions, comment on va mobiliser, comment on va faire en sorte de crédibiliser, parce qu'il y a aussi une forme de décrédibilisation de l'engagement. On nous appelle les utopistes, les doux rêveurs.
de moins en moins aujourd'hui. Mais moi, j'ai eu une chance extraordinaire parce que j'ai fait partie de la première cohorte de la fondation du président Obama. Bah, c'est sûr que quand tu as Barack Obama sur ta carte de visite, les gens, ils te prennent avec beaucoup plus de sérieux et ils t'écoutent beaucoup plus. Et j'ai eu l'occasion de passer 1 an aux côtés du président, aux côtés de ses équipes. Et on était 12 du monde entier. Et ce que voulait faire le président, et ce qui est logique, c'était accompagner et outiller ceux qui, justement, sont en train d'avoir un impact, que ce soit de moi ou d'autres personnes qui ont créé des entreprises sociales d'analyse de données pour lutter contre la corruption au Nigeria ou des boîtes d'ophtalmologie pour détecter tous les problèmes visuels des enfants en Amérique latine. Et ça, c'était super parce que oui, tu te retrouves, tu es crédibilisé par Obama, tu es crédibilisé par son équipe, tu es à Columbia University, ça devient important. Or, néanmoins, il y a quand même une question. C'est que moi, quand je suis face à des personnes comme Obama ou Samantha Power ou tout un tas d'autres qui ont pris des décisions qui ont eu un impact monumental sur le monde, parce qu'après tout, ils ont dirigé la planète pendant 8 ans. Donc les décisions qu'ils ont prises, ça a eu un impact sur mes copains syriens, ça a eu un impact sur mes copains russes, ça a eu un impact sur mes copains colombiens, ça a eu un impact sur la mort de leur famille éventuelle. Et là, ce qui m'a... Enfin, j'ai eu comme une espèce de prise de conscience en me disant, OK, bon, je peux être en colère contre eux et dire c'est pas bien ce que vous avez fait en Libye, en Syrie, etc. Ça sert à rien. Mais surtout me poser la question de sur quelle base éthique ces décisions-là ont été prises. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas intervenu en Syrie? Et avoir l'occasion de poser ces questions, c'est quoi votre boussole éthique? Ça a été un peu la première prise de conscience. Et la deuxième, ça a été de me dire, et si c'était moi? Et si demain, c'était des gens comme moi, des gens comme Thomas, des activistes, des personnes qui sont hyper engagées, qui sont toujours guidées par la communauté, le fait de servir la communauté, de servir le bien commun. Si c'était nous demain, aux manettes, je pense que la boussole éthique, le niveau serait vachement relevé. Et du coup, aujourd'hui, c'est cette question-là qu'il faut poser. C'est quoi notre boussole éthique? Parce que ces millions de personnes qui vont être amenées à changer les choses, à monter en crédibilité et à avoir d'énormes responsabilités, ce sont celles qui doivent avoir le plus de boussole éthique. Donc en fait, c'est une sorte d'équilibre à trouver entre une boussole éthique qui est personnelle et qui est nouvelle, peut-être, qui appartient aux nouvelles générations, et la crédibilité que peuvent apporter les institutions anciennes. Toi, Thomas, est-ce que tu as été confronté à ça dans le monde scientifique, par exemple? Alors, tout à fait. Quand je suis arrivé auprès de premiers partenaires pour ne serait-ce que porter la paillasse, monter un modèle économique, à l'époque, on appelait ce mouvement le mouvement des biohackers. Et donc, si je n'avais pas, entre guillemets, la carte école normale supérieure ou chercheur que je pouvais avoir, je pense que je n'aurais pas du tout été prise au sérieux. Et je rejoins ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une passation de légitimité pour que des idées tout à fait novatrices, choquantes, en fait, puissent être acceptées par une institution conservatrice qui ne va pas être du tout, mais envisager une seule seconde, en fait, l'idée auquel, en fait, on va l'exposer. Et donc, cette passation de légitimité, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que c'est ce que fait Singa, c'est ce qu'on fait avec Juggle. On permet à des gens qui, s'ils s'étaient présentés à un guichet classique, auraient probablement été rejetés. Et là, on les fait passer à travers des étapes d'accompagnement, d'évaluation par les pairs, et ce qui fait qu'ils obtiennent une véritable légitimité collective. On les finance donc grâce à nos partenaires aussi qui nous accompagnent. Et finalement, ce qu'on retrouve, ce sont des gens qui prennent confiance en eux, qui démontrent en fait que leur idée a de la valeur, et ils peuvent ensuite aller chercher d'autres soutiens parce qu'ils ont la légitimité de Juggle quelque part, et ça les aide à faire des bons. C'est-à-dire qu'on a pu aider en fait des projets hyper impactants, par exemple développés par des lycéens à Seattle sur le Covid, qui ont développé un algorithme d'études sur la propagation du Covid dans les lycées, dans les classrooms, etc. Personne ne les écoutait. Et en fait, leur modèle est excellent. Il a été reviewé, évalué par des chercheurs et autres, et ils ont trouvé ça super. Pareil, on a aidé un groupe de Philippins qui avait développé une méthode d'analyse de surveillance génétique des variants qui était super efficace pour voir où se trouvent les variants dans leur pays, et ce en fait à très 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 bas coût.
mais pareil, ils ont été évalués par la communauté, ils ont adoré, on les a financés, et aujourd'hui, ils travaillent avec les agences publiques philippines, etc. Ils ont fait plusieurs preuves de concept qui marchent très très bien. Et donc, à un moment donné, je parlais tout à l'heure en fait de comment on fait en sorte que la société accepte au mieux ses propres mutations. Et donc, ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est qu'on crée des institutions qui vont permettre de légitimer en fait. Finalement, nous, on a été agents mutagènes au départ, et maintenant l'autre jour, c'est comment on forme en fait encore plus d'agents mutagènes. Voilà. Et donc, il y a un rôle en fait de légitimisation de ces acteurs-là qui sortent des scientifiques, qui n'ont pas envie, soit qui ne peuvent pas rentrer dans les parcours classiques. Parce que soit ils sont trop vieux ou parce qu'ils n'ont pas la bonne conformité éducationnelle, etc. Ou la bonne origine, etc. Donc il y a un enjeu en fait à tracer ces nouvelles voies, à passer le bâton et à légitimer en fait les acteurs dans un cadre tout à fait honorable, puisque c'est de l'évaluation faite par les pairs de manière transparente, et donc il n'y a pas du tout de magouille ou quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a accompagné autant et on a financé autant de projets développés par des chercheurs, donc on a financé des universités, que des laboratoires ouverts comme la Paillasse, ou des lycéens qui étaient basés pas seulement derrière Seattle. On a aussi accompagné énormément de projets en Afrique, en Amérique du Sud, qui ont travaillé beaucoup, eux, sur les problématiques d'éducation et de vulgarisation en fait, de ce qu'est une pandémie, parce que c'était une des plus grosses problématiques en fait, sur place. Et évidemment, derrière, on est face aussi à des projets qui ont une nature industrielle, avec des machines médicales ou de diagnostic qui sont l'équivalent en fait, de génériques pour les médicaments, c'est-à-dire que ce sont des versions très bas coût, sans brevet, et qui ont la potentialité en fait, de généraliser l'accès en fait, à ces outils et à ce type de service. Donc, c'est une version complémentaire que les institutions actuelles ou le monde économique ne pouvaient pas proposer par son mode de fonctionnement quotidien. Et donc, on apporte cette alternative. Et quelque part, cette alternative, elle va se constituer comme une complémentarité et va venir renforcer en fait, le modèle social et économique actuel. L'un comme l'autre, en fait, vous confirmez le thème de cette journée, qui est le temps de l'engagement. Effectivement, c'est ce qui concerne tout le monde, qui se fait de toutes les manières possibles actuellement. Et justement, comme tu l'as dit, qui vient prendre une place dans la société, que la société a parfois négligé, mais ce n'est plus un engagement qui est externe à la société, extérieur, qui se construit contre. C'est un engagement qui est interne à la société et qui prend des places laissées vides par la société elle-même. Automatiquement, on va aller explorer là où on pense qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forme de rage, de frustration. C'est-à-dire le fait qu'on soit confronté à un mur, qu'on puisse pas... je reprends tes mots, désolé. Moi aussi, j'ai une forme de rage intérieure. Le contre-exemple. Je fais pas partie de la colère, moi. Je pense qu'on part d'histoires de frustration avec Alice où on comprenait pas pourquoi on refusait le bonheur de s'exprimer quelque part ou de vivre à des personnes. Et donc, on crée les conditions pour que ça puisse se faire. On a d'abord commencé à petite échelle, et puis on s'est aperçu en fait que d'un seul coup, ça pouvait être applicable à beaucoup plus grande. Donc, quand j'ai démarré à travailler sur la Paillasse, j'avais aucune idée en fait de ce que je ferais aujourd'hui. Pour moi, à l'époque, c'était un petit laboratoire dans un squat de 50 mètres carrés à Vitry-sur-Seine. C'est pas une immense projection idéaliste d'un monde meilleur. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de se dire dans 2-3 ans, on aura une capacité de mobilisation supérieure au CNRS et qu'on est en train de réinventer en fait le modèle de production scientifique. Et Alice, c'est pareil. Non, nous, on savait dès le départ. On savait dès le départ et on a commencé, on était 3, on avait 3 bouts de ficelle. Puis on est passé de 3 à 30, à 3 000, à 30 000, à 50 000. Aujourd'hui, Singa, il y a 150 salariés, c'est une grosse machine. J'ai pas envie que ça devienne justement la grosse machine non plus, parce que on va perdre notre capacité à être agile, notre capacité à mobiliser, notre capacité à innover. Il suffit d'une idée pour qu'on puisse créer des innovations. On a fait des hackathons, on a lancé la première plateforme d'hébergement de réfugiés chez l'habitant, c'est un site qui s'appelle j'accueille.fr. On a lancé une plateforme de rencontres aussi, où on match des nouveaux arrivants avec des locaux. Et je crois que dans à peu près tout ce que je fais, tous les mouvements que je monte, l'objectif, c'est pas non plus d'être super gros leader ou quoi. Mais ce que je sais et ce qu'on sait toujours dès le départ, c'est que oui, on va avoir un impact, on va changer le système. Et ça, on est guidé par ça. Je veux juste rebondir, parce que moi, je suis pas partie de la colère. Moi, la colère, ça
ça me bloque. Moi, je suis partie de l'émerveillement. Quand j'ai commencé à découvrir tous ces porteurs de projets avec Spark News. Quand j'ai vu tous les gens qui portaient ces solutions, j'avais envie de les partager. Moi, c'est ça qui m'a guidée dans mon engagement. Donc, je pense que les entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, je pense que vous pouvez trouver des choses qui vont vous émerveiller, notamment en ce moment, dans la nature et dans le vivant. Il y a plein de choses qui sont très, très belles et qu'on a envie de sauver. Et ça peut être aussi un déclic pour on n'est pas obligé d'être forcément dans la colère. Et je pense que c'est ces solutions qu'il faut, pas highlighter, j'ai le mot en anglais, pardon, mais mettre en lumière, pardon, et en même temps faire émerger effectivement ces solutions qui partent d'une problématique. Je pense que ça, c'est très, très important pour donner du courage à tous. Tous les trois, vous êtes passeurs de légitimité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que So Good étant un média, c'est aussi son rôle de donner de la légitimité aux gens qui met en valeur et en lumière, justement. Comment est-ce que tu sélectionnes ces gens-là, cette communauté-là chez So Good ? Il n'y a pas de sélection, c'est la sélection naturelle. Je crois que Thomas sait de quoi on parle. Aujourd'hui, en fait, on a besoin de diversité et les écosystèmes se créent eux-mêmes. Je veux dire, dans la nature, on le voit bien. Et je crois que c'est des gens qui sont portés par leur envie de rejoindre des énergies positives. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai 50 balais, je ne veux plus être en lien avec des personnes toxiques. Et maintenant, je les sens d'ailleurs très loin. Donc, en fait, non, il y a juste une envie. Il faut tous qu'on soit embarqués vers quelque chose qui nous porte, parce qu'on n'a plus le temps. Et juste pour rebondir sur cette histoire de temporalité, peut-être que vous connaissez tous Bloom, la fameuse association de Claire Nouvian, qui a attendu quand même 8 ans avant de pouvoir effectivement trouver gain de cause à son association sur les pêches en mer qui détruisent tous nos fonds marins. Et quand elle parle de son projet, elle non plus, elle savait pas où elle allait. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus le temps, en fait. Moi, c'est juste ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est qu'on n'a plus le temps. Donc, il faut pas perdre du temps à savoir si on est fait pour être ensemble. Il faut juste y aller ensemble. Et après, c'est comme la permaculture, on va s'élever ensemble. Et si on se plante, c'est pas grave, ça repousse. Alors, pour conclure sur la thématique quand même de cette conférence, est-ce que, en tant qu'activiste, est-ce que vous vous sentez entrepreneur ? Thomas, Alice. Alors, je pense que c'est lié. Ça dépend du type d'activiste peut-être, mais moi, dans mon activité, je monte des organisations qui ont besoin d'avoir un modèle économique pour pouvoir se maintenir et jouer leur rôle. Parce que sans ça, en fait, les communautés, en fait, on peut créer des communautés très facilement, mais ces communautés, pour qu'elles puissent tenir sur le long terme, il faut les entretenir. Et s'il n'y a pas de modèle derrière, elles vont très vite s'essouffler. Et donc, oui, en fait, on devient entrepreneur quelque part automatiquement malgré soi. Moi-même, en fait, je me suis aperçu que c'est devenu entrepreneur. Je dis, mais en fait, je suis entrepreneur. Mais alors que dans ma tête, j'étais avant tout resté scientifique, activiste, engagé. Et que lorsqu'on présentait les entrepreneurs, j'avais au départ du mal, en fait, à me reconnaître, en fait, dans ce modèle-là. Mais finalement, ce qu'on fait aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat. On pourrait presque dire que c'est une forme d'entrepreneuriat institutionnel, puisqu'on crée des nouveaux types d'institutions qui sont là en fait pour accompagner la société sur des nouveaux problèmes qui ont émergé auxquels les États ou les gouvernements actuels n'ont pas encore peut-être suffisamment réfléchi ou sont trop en retard et on prend en fait on prend l'initiative et quelque part peut-être que demain sont des choses qui amèneront en fait à être réintégrées dans les fonctionnements plus courants en fait d'État. Mais je pense qu'il y a toujours cette idée de contre-pouvoir citoyen l'entrepreneuriat, il y a différents types d'entrepreneuriat. Et je pense qu'on fait une forme d'entrepreneuriat engagé qui cherche plutôt à développer un impact réel qu'à développer un modèle économique à proprement parler. Nous-mêmes, on est une association, mais pour moi, Juggle est une start-up, mais une start-up à but non lucratif. Et on accompagne en fait un maximum de personnes. On travaille avec des fondations, avec des entreprises, avec des institutions publiques qui nous font confiance, qui nous confient en fait aussi une part de leur responsabilité pour qu'on aille accompagner des communautés sur leurs thématiques qui les intéressent. Donc quelque part, on fait le lien. C'est-à-dire qu'on permet à des institutions actuelles d'interagir avec des communautés ce qui aurait été impossible dans le temps normal. Alice, de ton côté ?
Mais comme je l'ai dit, en fait, à un moment, on était entrepreneurs sociaux, aujourd'hui, on est activistes. Enfin, et puis moi, j'ai plein de hashtags. Je suis aussi autrice, j'ai écrit un bouquin, je monte des trucs, je monte des mouvements. Je suis consultante sur la démocratie auprès d'institutions, auprès d'universités américaines. Enfin, on fait des millions en vin aussi. Oh, oui, également spécialiste en vin. Mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est créer des trucs, c'est donner une impulsion. Parce que ça fait 9 ans que je suis directrice générale d'une organisation. Et puis, dès le départ, il faut trouver un modèle économique, il faut parler d'impact systémique. Enfin, maintenant, tu crées un truc, tu as l'impression qu'il faut un PhD en impact systémique et diversité des modèles économiques. Et bon, c'est bien, hein, on monte en compétences. Mais honnêtement, directrice générale d'organisation, clairement, moi, je m'identifie pas. Je l'ai fait. J'ai quitté très récemment d'ailleurs ce job de directrice globale parce que j'aime créer des choses, j'aime prototyper, j'aime aller à la rencontre, j'aime tester, mais j'aime pas gérer une organisation. Et aujourd'hui, je suis dans cette fièvre. Et puis en plus, quand tu l'as déjà fait une fois, bon, bah, tu te dis, je peux le faire 100 fois. Et aujourd'hui, je suis aussi en train de créer d'autres projets pour accompagner justement des activistes qui veulent se lancer pour avoir un plus grand impact. Je suis hyper impliquée aussi sur comment on peut créer quelque chose autour de la formation des futurs leaders politiques en n'étant pas politisés, en n'étant pas partisans, en travaillant avec des leaders internationaux. Et pour répondre à cette question, être activiste, c'est être entrepreneur, mais après, être manager, je ne sais pas. C'est bien parce que pour conclure, ça nous ouvre vers un futur parce que on est obligé de se quitter, on est loin d'avoir couvert la question. Mais comment est-ce que pour concrètement poursuivre cette discussion à l'extérieur de ces murs, Thomas, Stéphanie, Alice, qu'est-ce qu'on fait? Comment on vous joint? Comment on vous rejoint? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui renouvelle vos motivations? Quel appel vous aimeriez lancer? Je commence. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de nous rejoindre sur Juggle. Vous pouvez vous créer votre profil, vous pouvez déjà découvrir tous les projets, c'est tout à fait ouvert. Vous pouvez voir si vous voulez contribuer. Si vous êtes vous-même intéressé de contribuer en tant que partenaire, c'est tout à fait possible et même encouragé, puisque si vous êtes une fondation, une entreprise qui est intéressée par des sujets d'impact ou des sujets scientifiques, eh bien, nous, on est capable de prendre ces sujets-là et d'aller créer des communautés autour de ces sujets qui vont en fait explorer et produire des solutions qui seront alternatives à ce qui existe aujourd'hui, voire aussi nouvelles, mais qui vont pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Donc c'est assez simple au final. Il faut venir nous voir. Alice? Pareil, hein, c'est assez simple de trouver Singa, c'est assez simple de me trouver. Et surtout, moi, il y a 2 appels un petit peu concrets. C'est surtout que là, avec la tragédie de ce qui s'est passé en Afghanistan, on va lancer une grande campagne d'accueil chez l'habitant. Et j'aimerais inviter le plus possible de personnes qui ont envie de soutenir cette campagne-là, que ce soit évidemment financièrement, mais derrière, il va se passer beaucoup de choses. La France a accueilli 2600 personnes d'Afghanistan qui se sont battues pour leur liberté, qui ont réussi à partir. Donc, il va falloir aussi trouver des solutions parce que demain, ces personnes, elles vont construire la France. Elles ont des enfants, elles ont des petites filles qui vont être françaises, qui vont construire notre pays. Donc ça, c'est un appel très concret. Et derrière, en fait, moi, il y a quand même pas mal de monde dans ce public. Moi, j'aimerais aussi qu'on puisse continuer des échanges. J'imagine bien que tout ce qu'on raconte ici, ça peut aussi bousculer des cases, ça peut aussi choquer, faire réfléchir. Et j'aimerais aussi vous appeler directement à l'engagement, à partager avec nous aussi vos engagements et à nous solliciter. Enfin, en tout cas, moi, je suis là pour ça. Et c'est ce que j'adore faire pour savoir comment on peut justement transformer les choses et transformer la société. Je rappelle juste que tu as écrit un livre qui s'appelle « On n'est pas activiste, on le devient ». Ça peut être déjà... On n'est pas engagé, on le devient. Excuse-moi. Voilà. Et pour finir, merci pour ça. Moi, je vais vous demander de vous abonner à So Good, tout simplement, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on n'a pas de pub. Donc, en fait, c'est un acte déjà d'engagement que de s'abonner à So Good. Surtout, vous pouvez retrouver sur notre site aussi comment devenir éclaireur. Parce qu'aujourd'hui, So Good, c'est aussi les territoires. On est toute la semaine à Marseille. Et vous pouvez devenir éclaireur de So Good, c'est-à-dire nous faire remonter vos propres projets, vos propres solutions, des gens que vous avez envie de raconter. Donc ça peut être important pour nous de faire remonter justement tous ces projets. Et on suit de toute façon de près Thomas et Alice. Donc retrouver aussi dans So Good toutes ces belles histoires qui vont nous inspirer et inspirer
tous nos salariés, tous nos collaborateurs, tous nos partenaires. Donc merci pour ça. Et on se rejoint très vite. Merci donc à nos 3 intervenants pour leur présence et leurs engagements, propres à inspirer des rythmes nouveaux sur lesquels inventer vos chorégraphies perso, parce qu'il faut toujours filer une bonne métaphore, c'est très important. Merci donc et bonne journée à tous. Merci Marie. Merci beaucoup. Je crois que vous avez des fans dans le public. Tant mieux.